Bonjour à tous, c'est Nitnerok. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les règles de My Hero Academia Collectible Card Game, le système Universus, et c'est proposé par Jasco. Cette boîte propose deux decks de démarrage pour bien commencer et apprendre les règles. J'ai démonté les decks, donc je vais vous présenter le jeu avec un deck que j'ai monté moi, mais je vais utiliser un des tapis fournis dans la boîte pour vous expliquer les zones et comment cela fonctionne. Dans My Hero Academia, il y a donc 5 types de cartes. Les personnages, characters, tels que ici Gran Torino, vous donnent un peu votre ligne de conduite par rapport au build, à la manière dont vous allez monter votre deck. Dans tous les cas, peu importe le type de carte, vous aurez toujours ici une valeur orange qui sera la difficulté, une valeur bleue ici qui sera une valeur de check, et un petit bouclier avec une couleur, soit jaune, soit orange, soit rouge, et un modificateur qui est une valeur de bloc. Toutes les cartes ont aussi ici 3 domaines. Lorsque vous choisissez votre personnage et que vous montez votre deck, vous allez choisir un domaine, et toutes les cartes que vous allez placer dans votre deck devront avoir ce domaine en commun. Ici, par exemple, mon deck est Good, c'est-à-dire que toutes les cartes ont ce logo-là. Ils peuvent aussi avoir par exemple le logo R, mais s'ils n'ont pas le logo Good, je n'aurais pas pu les mettre. Donc, dans tous les cas, il y aura ce logo en commun sur toutes les cartes de mon deck. Les personnages ont aussi deux valeurs ici. Les petites cartes vertes, c'est la taille de votre main. C'est le nombre de cartes que vous aurez dans votre main au début de votre tour. 26, c'est ma santé. Si elle tombe à 0, j'ai perdu. Si la santé adverse tombe à 0, je gagne. Il y a ensuite des capacités, je reviendrai dessus plus tard. Et le chiffre ici, c'est la version de mon personnage. C'est-à-dire que si un jour, dans une prochaine extension, un autre Grand Torino sort, il y aura ici le numéro 2. Ça, c'est la première version. Je place donc mon personnage pas trop loin, et je passe à la suite. Les fondations, ce sont ces petites cartes grises qui vont vous servir la majorité du temps d'énergie dans le jeu, mais on les joue aussi pour leurs effets. Donc on retrouve la difficulté qui est souvent assez basse pour les fondations, la valeur de check qui est plutôt élevée, le modificateur de bloc, les domaines, il y a bien le domaine good, j'ai le droit de la jouer, et les capacités. Les attaques, donc les cartes orange, avec une difficulté souvent plus élevée, un check plus bas, on retrouve le bloc, les domaines, le domaine good, c'est ok. Ici, nous avons des mots-clés. Les mots-clés blancs, c'est un peu comme des classes. Et il peut y avoir des mots-clés de couleur. Dans ce cas, il faut connaître la définition qui est expliquée dans les règles du jeu. On trouve d'autres effets plus exhaustifs, et deux valeurs ici. La valeur de speed, c'est la difficulté qu'aura votre adversaire pour bloquer cette attaque. Plus le speed, plus la vitesse est élevée, plus votre attaque aura de chances de passer. L'attaque a aussi une orientation. Ici, c'est une attaque haute, rouge, mais elle peut être mid, orange, ou basse, jaune. Cela a de l'importance lorsque l'on bloque. J'y reviendrai tout à l'heure. Et ensuite, une valeur de dégâts. Si votre adversaire ne bloque pas cette attaque, il perdra autant de points de vie. Les cartes vertes sont des assets, des objets, des équipements. Ils fonctionnent un peu comme une fondation, dans le sens où ils ont souvent une difficulté basse, un check élevé, toujours la valeur de bloc, les domaines et des effets. Juste, ils ne pourront pas être utilisés comme des énergies. Vous verrez quand j'expliquerai le check. Les cartes bleues, le cinquième type de carte dans My Hero Card Game, c'est les actions. Difficulté, check et bloc. Le domaine, je suis en good, j'ai le droit de la jouer. Et donc on joue les actions pour leurs effets. Ici on va la jouer pour sa forme ou sa réponse, mais ça peut être pour des enhances pendant une enhance step. Après avoir déterminé le premier joueur, on va piocher autant de cartes que la taille de notre main. Pour moi ce sera 6.
Ensuite, nous allons procéder à une mulligan, un changement de main si on le souhaite. Si je suis le second joueur, j'aurai le droit de changer autant de cartes que je souhaite de ma main. J'en repioche le même nombre et je remélange les cartes que je n'ai pas souhaité garder. Si je suis premier joueur et que je souhaite changer de main, je suis obligé de relancer toute ma main. Je repioche donc 6 et j'ai le droit de répéter 2 fois l'opération. Donc je serai obligé de garder ma troisième main si j'en arrive là. Si jamais je suis premier joueur, je dois aussi incliner mon personnage. Je vais donc ici garder ma main, elle me satisfait. Au premier tour, aucun joueur n'a le droit de jouer d'attaque. C'est pour ça qu'on essaye d'avoir un grand nombre de fondations dans la main, en début de partie. Pour jouer une fondation, je vais utiliser ce qu'on appelle le card pool. Donc c'est cette ligne ici. On va jouer les cartes toujours de gauche à droite. Pour jouer ma première fondation, je vais choisir de jouer résistance. Je vais la placer donc dans le premier emplacement. Je consulte la difficulté, ici 1, et je vais procéder à ce qu'on appelle un check. Je vais donc prendre la première carte de ma pioche, que je vais défausser. Et on va vérifier la valeur de check. Si la valeur de check est égale ou supérieure à ma difficulté, c'est bon, ça passe. Ici, 3, c'est supérieur à 1, j'ai réussi. Une fondation sera build et placée dans le stage à la end phase si jamais j'ai réussi mon check. Ici, j'ai réussi mon check. La phase durant laquelle on joue des cartes s'appelle la combat phase, même si on ne joue pas d'attaque. Je continue donc ma combat phase et je souhaite jouer une deuxième fondation, ici self-sacrifice. Difficulté 1. Toutefois, il y a ce qu'on appelle la difficulté progressive. C'est le fait d'augmenter ma difficulté de 1 pour chaque carte qui me précède. Sur le tapis de jeu donc du Revolves Box, on a les modificateurs qui sont rappelés. Donc ici 1 plus 1, 2. Je vérifie, check 5, c'est bon, je vais pouvoir build ma fondation. Ici, vous voyez, on a 6 emplacements, mais on n'est pas limité à 6. On peut très bien aller plus loin. Juste ne pas oublier que le modificateur augmente à chaque check. Plus on veut jouer de cartes, plus c'est dur. Je vais tenter donc de jouer un Bonds of Friendship. 1 plus 2, 3. 4, ça passe. Lorsque j'ai build mon deck, j'ai pris en compte les valeurs de check. Dans mon deck, elles vont de 3 à 6. J'ai des 5 et j'ai des 4. Donc jusqu'à maintenant, je savais que toutes les fondations que j'allais jouer allaient être réussies. À partir de maintenant, je peux échouer. Je vais donc jouer un self-sacrifice et voir si ça passe. 1 plus 3, 4. 5. J'ai réussi. Tant que je réussis à passer mes checks, je peux continuer à jouer des cartes. Ou m'arrêter quand bon me semble. Si jamais j'échoue un check, la carte que j'ai essayé de jouer est défaussée et je dois arrêter mon tour. Ici, j'ai plus que des attaques, j'ai pas le droit d'en jouer pendant mon premier tour, je m'arrête. Je vais donc build mes fondations. On vide le card pool à la end phase, toujours en commençant de la droite vers la gauche. Je build donc self-sacrifice, puis Bonds of Friendship, mon deuxième self-sacrifice, et résistance. Cette zone, c'est ce qu'on appelle le stage. Vous êtes libre de l'organiser comme bon vous semble, tant que c'est lisible pour tous les joueurs. Mon adversaire vient de finir son tour. C'est donc de nouveau à moi. Il a construit des fondations puisqu'il n'a pas pu attaquer. Au début de mon tour, la première chose que je vais faire, c'est que je vais redresser mon personnage s'il est incliné et les fondations qui sont inclinées. Ici, j'en ai pas. Ensuite, on peut faire ce qu'on appelle une review, c'est-à-dire défausser une carte de notre main. Une et une seule. Une fois la review faite, ou non, elle est optionnelle, je vais compléter ma main pour avoir autant de cartes que la taille de ma main. 6. Donc j'ai 1, je vais piocher 5. C'est mon second tour. Je vais donc avoir le droit de jouer des attaques. Je place donc ma première attaque pour, comme première forme. Le fait de jouer une fondation, une attaque ou un asset, c'est toujours une forme. Pour les actions, c'est un peu spécifique. Je joue donc pour première forme mon attaque. Je vais procéder à mon check et c'est un 5. C'est donc une réussite. Si jamais mon check, parfait. Si jamais mon check avait échoué, j'avais fait un 3, j'aurais pu incliner autant de fondations que nécessaire pour compléter. 3 et 1, 4, mon attaque passe.
Lorsqu'une attaque est validée, on va ouvrir ce qu'on appelle une hand step. On va donc pouvoir activer les capacités avec des mots-clés orange qui sont des hands. Soit c'est marqué hands avec un texte, soit ça peut être des mots-clés orange. Dans ce cas, ce sont bien des hands. Il faut juste connaître le texte, la définition qui est marquée dans le livre de règles. Par exemple, ici, je souhaite faire l'hands de self-sacrifice. Il y a un coût supplémentaire, Destroy One Foundation. Je vais donc détruire une fondation, celle-ci. Et mon attaque va gagner plus 1 ou moins de dégâts. Moins de dégâts parce que je peux aussi le faire pendant le tour adverse. Je vais donc gagner 1 dégât. Mon attaque à 2 de speed est une attaque haute et à 4 dégâts. Ça devient donc une 2-4. Plus 1, 5. 2-5. Si mon adversaire ne bloque pas cette attaque, il prendra 5 dégâts. Une fois que j'ai fait une hanse, je dois laisser mon adversaire en faire une. Ou alors passer. Puis je pourrai en faire une à nouveau. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce que l'on passe tous les deux consécutivement. Si l'on passe consécutivement, on arrête la hand step et on passe en phase de bloc. Admettons que rien de plus n'a été fait pendant la hand step, mon adversaire va avoir l'opportunité de bloquer. Il va donc regarder dans sa main les valeurs de bloc. Ici, j'ai du jaune, j'ai du rouge, et j'aurais pu avoir du orange. Haute, milieu et basse. Lorsque vous bloquez, vous devez utiliser la même orientation que l'orientation de l'attaque adverse ou adjacente. Ici, c'est une attaque haute, le bloc bas n'est pas adjacent, je ne peux donc pas l'utiliser. Je pourrais donc utiliser un bloc haut ou un bloc milieu. Si j'utilise le bloc milieu, comme ce n'est pas la même orientation, je prendrai la moitié des dégâts. Autant donc prendre l'orientation qui correspond puisque je l'ai. Pour bloquer, je vais donc placer la carte que j'utilise pour bloquer dans mon card pool, donc dans le card pool adverse, bien évidemment, ici. Et je vais rajouter ma valeur de bloc au speed adverse. Ici, 2 plus 1, 3. Plus le speed adverse est haut, plus ce sera dur de bloquer. Plus mon bloc est bas, plus ce sera facile. En gros, il faut prendre en compte et le speed et notre valeur de bloc. Ici, 3. C'est un 5. C'est complètement bloqué, je prends donc 0 dégâts. La carte qui a été utilisée pour bloquer reste dans le card pool et sera prise en compte dans la difficulté progressive. Ce qui veut dire que si je refais une attaque et que mon adversaire souhaite bloquer, il devra augmenter de 1 sa difficulté de check. Une fois mon attaque résolue, qu'elle ait infligé des dégâts ou non, je peux continuer à jouer. Soit je peux tenter de nouvelles attaques, soit je peux jouer des fondations. Hop. Allez, je tente un New Training Method. 2 plus 1, 3. Je check. Lorsque j'échoue ou lorsque j'arrête volontairement mon tour, je vais donc de nouveau vider mon card pool en commençant toujours de la droite vers la gauche. Je vide ma fondation. Si mon attaque a été entièrement bloquée, elle a donc fait 0 dégâts, mon attaque sera défaussée. Si par contre mon attaque a fait des dégâts, soit complètement parce que l'attaque n'a pas été bloquée, soit partiellement parce que l'attaque a été à moitié bloquée, ici avec un bloc orange par exemple, elle va aller dans ce qu'on appelle le momentum. On place l'attaque face cachée sous le personnage, de manière à ce qu'on puisse voir combien il y en a. Les cartes face cachée dans le momentum ne peuvent être consultées par aucun joueur. Toutefois, les cartes dans le stage, fondation, si elles sont cachées, ça peut arriver par exemple avec un effet qui demanderait de flip une fondation. Les cartes donc dans le stage qui sont face cachée peuvent être consultées par le joueur qui les contrôle. Hop. Donc, il faut bien penser à garder des cartes en main pour pouvoir bloquer pendant le tour adverse, jouer suffisamment d'attaques pour réussir à éliminer l'adversaire en réduisant ses points de vie à 0, et construire suffisamment de fondations pour pouvoir réussir des checks et bénéficier de leurs effets, qu'ils soient défensifs ou offensifs. Petite précision, si vous avez plus de 10 fondations, votre adversaire passe en dreadlock. Certaines hands ne peuvent être activées que lorsque vous êtes en dreadlock, c'est-à-dire que votre adversaire
a au moins 11 fondations. Alors je n'en ai pas ici, mais ce sont souvent des ants très puissants. Un petit point sur les capacités vertes, les réponses. Les réponses s'activent lorsque leur condition est remplie. Je vais prendre ici la seconde réponse de Specialist of Sound. Commit, c'est donc le coup pour jouer cette capacité. On va donc l'incliner. After an attack is played. Donc après qu'une attaque a été jouée, elle prend moins 3 de speed. Donc on baisse la vitesse de 3. Après qu'une attaque est jouée, c'est avant d'être en hand step. On va donc faire comme pour les hand step, chacun son tour, en commençant par le joueur dont c'est le tour, pour activer des réponses. Il joue son attaque. Si lui il n'en a pas, je vais pouvoir faire ça. Hop, j'incline ma fondation. Tu prends moins 3 de speed. Puis on passe en hand step. Il y a plein de types de réponses. Donc après qu'une capacité a été activée, après qu'une attaque a été jouée, après qu'une carte a été défaussée, et ainsi de suite. Il suffit de bien lire les capacités réponses. Que se passe-t-il si ma pioche tombe à 0? Je fais mon check, 4, il me faut un 5, j'incline, mon attaque est passée. Avant toute chose, si mon deck est vide, je vais prendre ma défausse, mélanger mon deck. Je refais donc ainsi ma pioche. Mais avant de continuer, je vais devoir remove, bannir, retirer du jeu les 10 premières cartes de ma pioche. Hop, c'est fait. Hop. Le jeu peut continuer. Si jamais je ne peux pas bannir les 10 cartes, j'ai perdu la partie. Construire un deck, c'est pas toujours évident. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Pour commencer, choisissez votre domaine. Ici, j'ai choisi Good, donc toutes mes cartes doivent avoir le logo Good, ce qui me donne accès à plein de cartes. Toutefois, si je choisis un jour de changer mon deck et de passer par exemple en vent, je perdrai l'accès à certaines cartes qui n'ont pas le logo Good et vent, mais je pourrais en garder certaines et je me donnerai accès à plein d'autres cartes qui ont le logo vent mais pas Good. Ensuite, je vais prendre en compte les difficultés. Il me faut des difficultés pas trop hautes, parce que si j'ai trop de cartes avec de grosses valeurs de difficulté, je vais avoir du mal à passer mes checks. Il me faut prendre en compte aussi mes valeurs de check. Pas de valeurs de check trop basses, car si j'ai trop de basses valeurs en check, je vais avoir du mal à passer mes cartes, et donc à réussir à atteindre mon objectif, qui est de faire perdre les points de vie de mon adversaire. On joue souvent plus de fondations donc que d'attaques, car les fondations ont des grosses valeurs de check. De plus, elles nous servent d'énergie, donc elles vont nous faciliter le passage de nos checks. Suffisamment d'attaques, en général une vingtaine sur un deck de 50, 18-20, pour pouvoir éliminer notre adversaire. Les assets et les actions, ça dépend de vous, de votre personnage et de votre stratégie. Si vous n'avez pas besoin de les jouer car ça ne synergise pas avec votre deck, vous n'êtes pas obligé d'en jouer. Un deck, c'est minimum 50 cartes, il n'y a pas de maximum. Il y a beaucoup de decks qui tournent autour de 60, voire 70 cartes. Prenez en compte aussi les blocs, leurs orientations et leurs valeurs. De grosses valeurs de blocs, ça va vous rendre la tâche difficile pour éviter de prendre des dégâts. Par contre, pensez à avoir toutes les orientations disponibles, jaune, rouge, orange, pour bloquer n'importe quel type d'attaque. Ensuite, pensez à vos synergies. Si jamais, comme par exemple mon personnage, je synergise autour de certains mots-clés, comme Charge, Fury ou Kick, je vais veiller à ce que mes cartes aient ce genre de mots-clés. Et voilà pour les règles de My Hero Academia Collectible Card Game. J'espère que j'ai été clair et pas trop long. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je prendrai le temps de répondre pour lever tous les doutes nécessaires. J'espère que la mécanique, vous l'aurez trouvée originale et intéressante. En tout cas, moi, j'ai bien accroché. Alors, n'hésitez pas. Et j'espère jouer contre vous un de ces quatre. Ciao!